Le 2 avril 1968, le cinéma fait sa révolution. Le 2 avril 68, c'est la première mondiale de 2001, l'Odyssée de l'espace. Conte philosophique de 2h20, donc 40 minutes de dialogue, aucune vedette à l'affiche et des images dont on n'a pas encore épuisé l'interprétation. Si 2001 marque l'histoire du cinéma, c'est aussi parce que c'est un film qui a changé la vie de ses spectateurs. C'est le cas de Nicolas Saada, réalisateur d'Espions, et de Gaspard Noé, auteur d'Irréversible ou d'Enter the Void. Voici 2001 sous le regard de deux cinéastes en 2011. La première fois que je vis 2001, c'était quand j'avais 6 ou 7 ans à Buenos Aires. C'est mes parents qui m'ont emmené. C'était avec mon frère et mon père dans une très grande salle des Champs-Élysées. Et je crois que je devais avoir 11 ou 12 ans. Je me souviens que ça m'a fait flasher comme si j'avais pris de la drogue. Et j'étais très très heureux et en même temps surpris de ne pas forcément tout comprendre du film et d'avoir eu en même temps le sentiment de l'avoir intégralement absorbé pendant sa projection. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. La première sensation que je garde de ce film, elle est justement pas du tout forcément intellectuelle. C'est un film qu'on absorbe comme quand on écoute de la musique, par exemple, pour la première fois, quand on écoute une symphonie de Mahler pour la première fois. Tu te dis, ouais, c'est un mec qui a fabriqué tout ça, c'est un peu un magicien d'Oz, et après toute ta vie, tu dis, voilà, est-ce que tu as envie d'être dans le monde d'Oz ou tu as envie d'être le magicien d'Oz? Ça m'a pas donné envie d'être astronaute ou d'être comédien, ça m'a donné envie d'être réalisateur pour pouvoir inventer des univers comme ça. Même si on me l'expliquait, c'est un plan que je ne comprends pas. Je le trouve à tomber par terre. C'est les images les plus fortes de l'histoire du cinéma. Et en même temps, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement sur sa fabrication pure. Et je pense qu'il y a beaucoup de cascadeurs, de responsables d'effets spéciaux qui ne pourront pas vous le dire. L'acteur est dans les conditions de ce qui lui arrive. C'est tourné comment? En accéléré, au ralenti, puis projeté en accéléré, inversement, j'en ai pas la moindre idée. Il y a des moments où je me pose la question, est-ce que Kubrick est allé dans l'espace filmer à l'épaule ce que je vois? L'esthétique du film est toujours en avance sur son temps. La tenue de l'astronaute, ça paraît toujours plus moderne que tous les films qui se font aujourd'hui. Il n'y a pas d'effet de science-fiction dans 2001. Rien ne nous fait penser qu'on est dans le futur avec les outils qui sont habituellement utilisés dans le cinéma de science-fiction. Il y a quelque chose de très banal, de très factuel dans la façon de monter le futur. Cette idée d'un film de science-fiction qui, par moments, ressemble à un documentaire. Et comme Kubrick vient de la photographie, il a un œil qui est finalement amené à montrer le banal de façon assez extraordinaire et aussi à donner à l'extraordinaire quelque chose de très appréhendable, de presque banal. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly, and you? Oh, not too bad. Have you been doing some more work? A few sketches. May I see them? Sure. That's a very nice rendering, Dave. I think you've improved a great deal. Can you hold it a bit closer? Sure. Je sais pas, c'est un des rares films où, à un détail près, je ne vois rien à retoucher. Le seul truc qui me dérange encore à ce jour, c'est le ralenti de l'os, quand les singes ils envoient l'os en l'air. Peut-être ce qui est gênant, c'est qu'il ait coupé le plan en deux. C'est surtout ça, s'il avait pu continuer et qu'il n'y avait pas de coupe, ça aurait été un peu plus élégant. Mais voilà, c'est un petit détail de rien du tout.
Lorsqu'on écrit noir sur blanc, l'os vole dans l'espace, on le suit, et nous sommes maintenant en 2001, et à la place de l'os, il y a un vaisseau spatial. Je pense que quelqu'un qui lit cette description-là dira « c'est pas sérieux ». On ne raconte pas une histoire comme ça, on ne fait pas un bond dans le temps pareil. Ce monsieur Kubrick ne respecte aucune règle de la dramaturgie. Qu'est-ce que c'est que cette ellipse? Et les motivations des personnages là-dedans, et où suis-je? Comment on peut passer comme ça de l'Afrique australe à l'aube de l'humanité à l'espace intersidéral en 2001? Ça ne marche pas. Voilà, donc c'est un pied de nez à tous les clichés que j'entends encore aujourd'hui sur l'importance du scénario dans un film. C'est le plan qui laisse à penser que le grand ordonnateur d'un film, ça reste le metteur en scène. Une précision, vous pouvez visionner une sélection des scènes cultes de l'œuvre de Kubrick sur le site vodcaster.com. Après 2001, l'Odyssée de l'espace, la science-fiction ne sera plus jamais la même au cinéma. Mais surtout, le succès du film encourage les genoux de l'époque que sont les Martin Scorsese, Coppola ou George Lucas à revendiquer leur indépendance face aux studios. Parce qu'avec 2001, Kubrick incarne l'artiste total. Un homme qui a su créer des rapports inédits avec le système hollywoodien et l'industrie du cinéma. Ceux qui en parlent le mieux sont Yann Arlan, beau-frère de Kubrick, et son producteur jusqu'à sa mort. Et Michel Simon, le spécialiste mondial de Kubrick, l'un des seuls journalistes à l'avoir interviewé plusieurs fois. Kubrick, en fait, a débuté comme un cinéaste de la Nouvelle Vague. 4 ans avant Godard, il tournait dans les rues de New York, Le baiser du tueur, en cachant la caméra, avec des comédiens pratiquement inconnus. Il en avait écrit le scénario, il en avait fait la photo et il en fait le montage. Donc c'est le metteur en scène absolu et total, ce qu'aucun d'ailleurs des cinéastes de la Nouvelle Vague n'a jamais été. Ils avaient des chefs opérateurs. Donc lui, il faisait vraiment tout le travail seul. Et très vite, on a reconnu son talent. En 1960, Stanley Kubrick a 32 ans. Il est dépêché sur le tournage de Spartacus en remplacement d'Anthony Mann, qui vient d'en être débarqué. Pour lui, c'est la rencontre avec un système, Hollywood. Kubrick a été snobé assez longtemps au début du tournage par ces monstres sacrés qu'étaient Charles Laughton, Laurence Olivier. Il ne comprenait pas que cet homme ait à ce point de pouvoir et surtout, il dictait sa loi au chef opérateur, Russell Metty, qui était un grand chef opérateur américain à qui il disait comment faire la lumière, etc. Donc, ça a été une expérience assez traumatisante. Il n'avait pas écrit le scénario, il n'avait pas choisi les comédiens, il était venu en sauvetage, et je crois qu'il a compris qu'il était incompatible avec Hollywood. À la suite de ce tournage, Kubrick décide de quitter les États-Unis et de s'installer définitivement à Londres. En 1961, avec Lolita, puis avec Dr. Folamour, il inaugure un nouveau système de fonctionnement. Chaque film est financé par les grands studios américains, mais tourné loin d'Hollywood. À partir de là, il est devenu à la distance de Hollywood nécessaire. Il a pu garder ses distances. Il n'avait pas sur le dos des producteurs qui venaient tous les jours voir ce qui se passait. Il avait démontré ses qualités d'administrateur. Il était digne de confiance. Il ne gaspillait pas leur argent. Il se fiait à lui sur le plan financier et sur le plan artistique. En 1971, pour le tournage d'Orange Mécanique, Kubrick obtient l'un des plus grands studios de l'époque, la Warner Bros. Un contrat unique dans l'histoire du cinéma. Un contrat qu'il gardera jusqu'à la fin. Le contrat qu'il lie à Warner, c'est évidemment le Final Cut, et puis c'est la gestion du film du début jusqu'à la fin. Les gens de la Warner Bros. Ne venaient jamais sur le plateau. Ils ne demandaient pas à voir les rushs ni rien de ce genre. Il n'en était même pas question. I phoned some friends while you were having your bath. Some friends, sir? Yes, they want to help you. Help me, sir? Help you. Who are they, sir? They're very, very important people, and they're interested in you. C'était quelqu'un qui impressionnait, parce que Hollywood est capable d'être impressionné. Les producteurs américains sont capables d'être impressionnés par le génie. Il était indépendant jusqu'à un certain point. Il fallait qu'ils aiment l'histoire, lui devait leur donner un budget.
Ensuite, un contrat a été rédigé qui stipulait très clairement une durée minimum, une durée maximum, la façon dont ça devait être tourné et la classification finale du film. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais tant qu'il respectait ce contrat, il avait beaucoup de liberté, c'est vrai. Une liberté qui permet à Stanley Kubrick de gérer chacun de ses tournages selon une économie originale, mise au service d'une recherche esthétique. Je dirais qu'on dépensait en une semaine ce que d'autres dépensaient en une journée sur des films comparables. On avait une équipe très réduite. 4 bureaux, une photocopieuse, une secrétaire, un régisseur, et c'est à peu près tout. Quand vous alliez sur le plateau, vous pouviez croire que toute l'équipe avait été kidnappée, parce qu'il n'y avait personne. L'important pour Kubrick, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il veut avoir le temps de ne pas tourner une journée, de réfléchir à un plan, de recommencer plusieurs fois des prises, même jusqu'à 100 prises. En fait, Kubrick revient à la façon de tourner des premiers cinéastes, de Charlie Chaplin, qui tournaient énormément. Il s'arrêtait même 2 mois pour tourner La Ruée vers l'or, mais ce qu'il lui fallait, c'est le temps. One, two. Au cours de cette collaboration unique avec la Warner qui durera 30 ans, Kubrick ne réalisera que 5 films, pratiquement à tous les coups des succès, qui contribuent à asseoir durablement sa relation avec le studio. Kubrick inverse le rapport de force. Je parlais avec un grand dirigeant de la Warner qui était sur la Riviera pour assister au Festival de Cannes. Il m'a dit, il faut demain matin que je reparte à Londres parce que Kubrick va nous montrer Shining. Et tous les grands pontes de la Warner sont venus, les uns de Los Angeles, les autres de Cannes, pour se retrouver à Londres pour voir le film dont ils n'avaient vu aucune image, et c'était le montage final. Et quand ils sont arrivés à la projection, à 8h du soir, Kubrick leur a dit « Écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait prêt, j'ai encore quelques retouches à faire. Est-ce que vous pouvez revenir demain matin ?» Donc ils sont retournés à leur hôtel, ils ont dormi, et le lendemain matin, ils étaient à 10h pour voir le film de l'homme qu'ils avaient financé à 100%. Voilà, ça c'est tout à fait Kubrick, et il devait en avoir une certaine satisfaction. Personne n'a eu l'indépendance de Stanley Kubrick. Personne. À l'époque, aucun cinéaste, et encore moins aujourd'hui, n'avait cette indépendance. Et je crois que c'est ça qui épate les jeunes cinéastes, pas seulement, évidemment, le génie visionnaire, pas seulement le grand technicien, mais aussi l'homme qui a baisé, si je peux me permettre l'expression, l'homme qui a baisé le système. Pour plonger dans l'univers de Stanley Kubrick, vous pouvez vous rendre à l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française en ce moment même. Il y a aussi ce coffret qui réunit l'ensemble des films du cinéaste. Et puis la Bible sur le sujet, c'est le livre de Michel Simon, Kubrick, qui vient d'être réédité. Signalons enfin que la revue Positif consacre un dossier spécial au créateur.